Carte sur table. Une émission proposée par Hype. L'innovation technologique et les technologies de l'information en Arménie, voici le sujet de ce Carte sur table où nous parlerons beaucoup d'intelligence artificielle, mais également nous tenterons d'avoir des réponses à des questions qu'on se pose désormais. Par exemple, quelle est l'évolution réelle des technologies de l'information en Arménie, au-delà de la propagande probablement qui se fait autour de ce sujet, la place de l'innovation technologique dans l'économie arménienne et son apport. Que proposent réellement et concrètement les entreprises arméniennes? Exemple à l'appui, comment accompagner les start-up arméniennes en Arménie, mais aussi ici en France, en Europe, et donc quelle implication pour la diaspora? Pour parler de ce sujet d'innovation, autour de cette table dans les studios d'APFM, Philippe Poux, directeur général de Contextor et vice-président du G2IA. Bonjour. Bonjour. Sassoon Soji, chargé de mission, infrastructure et production informatique au ministère de l'économie et des finances et secrétaire général du G2IA. Bonjour. Bonjour. Armen Mnatsaganian, président de Webizy, et pour ceux qui ne le savent pas, en charge de tout ce qui touche à IPFM, de l'application au site web. Bonjour Armen. Bonjour. Avec nous par téléphone Michel Davoudian, qui est fondateur et CEO de Apaka Technologies en Arménie. Il est en Arménie. Bonjour Michel Davoudian. Et Armen Verdian, qui est chef d'entreprise et initiateur du réseau Hightech Europe, sera avec nous un peu plus tard par téléphone. Alors, Philippe Poux, commençons avec vous. J'allais dire, vous êtes le seul non-arménien dans cette émission et de ce point de vue, votre avis est important. Comment, je ne vais pas revenir à l'historique parce que nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Comment avez-vous découvert l'Arménie, les Arméniens et les technologies de l'information? Mais depuis tout ce temps, vous allez souvent en Arménie avec Sassoon Soji et l'équipe du G2IA. Franchement, est-ce que l'Arménie représente un atout dans le domaine des technologies de l'information? Est-ce qu'il y a un avantage comparatif qui mérite d'être discuté? Alors, je vais répondre par une pirouette. Il se trouve que ça fait 3 fois de suite que j'organise des voyages dans lesquels j'emmène des gens qui ont des racines arméniennes et des gens qui n'en ont pas. Donc c'est que je dois être assez convaincu pour les emmener dans ce pays. Et convaincu pourquoi, justement? Alors parce que j'ai aussi commencé à travailler avec des équipes en Arménie, on en parlera tout à l'heure avec Michel Davoudian, avec qui on travaille très régulièrement, et j'y ai trouvé une qualité de base sur la connaissance en informatique et une qualité du travail ensuite que je ne trouve pas toujours ailleurs. Alors, Armen Mnatsaganian, vous avez la société Webizy qui a sa filiale, ses bureaux en Arménie avec un certain nombre d'ingénieurs locaux. Est-ce que ça se passe toujours bien, franchement, parce que vous n'êtes pas censé de répondre peut-être à cette question, mais est-ce qu'il y a des difficultés quand même à travailler avec les Arméniens d'Arménie? Alors la seule difficulté, c'est que par moments, ils vont beaucoup trop vite par rapport à la réactivité des clients. Mais de manière globale, en toute franchise et en toute objectivité, ils ont une vraie compréhension des projets, une vraie approche. Et ça se passe toujours très bien. Et heureusement, j'ai mes salariés, une partie de mes salariés en Arménie, ce qui me donne une force de frappe beaucoup plus souple, parce que je peux augmenter la taille de l'équipe très rapidement, et aussi une compréhension des projets, un peu de technologie et même hautement technologique où c'est pas chose donnée et aisée en France. Alors, Sassoon Soji, on verra aussi avec Michel Davoudian, les autres 3 sont des gens intéressés par ces métiers parce que leur
quotidien est lié à ces métiers. Vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous avez probablement pas la même approche. Qu'est-ce qui vous motive, avec les autres membres de l'équipe du G2IA, à poursuivre depuis des années ce travail de rapprochement entre la France et l'Arménie en matière de technologie de l'information? Disons que le premier point, c'est que les technologies de l'information sont un secteur effectivement qui présente un certain nombre de qualités qui viennent d'être dites, et que le G2IA a pour vocation à développer des relations économiques entre la France et l'Arménie. Ce secteur apparaît naturellement par rapport à d'autres qui présentent un certain nombre de difficultés en termes de logistique, en termes de proximité culturelle, etc. Donc c'est le premier, c'est une réponse assez précise à la question posée. Maintenant, il y a évidemment un constat qui est que autant dans le cadre d'entreprises individuelles, il y a des très belles réalisations, autant le passage à l'échelle pour faire en sorte de positionner l'Arménie comme un pays de référence dans le secteur au niveau mondial, il y a du travail à faire. Alors, Michel Davoudian est sur place depuis plusieurs années. Il est quasiment installé en Arménie. Michel Davoudian, bonjour. Michel, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Très bien. Donc, alors, il est très intéressant de voir le quotidien, votre quotidien et celui de vos équipes, et pas seulement les vôtres, pour comprendre un peu dans les mentalités sur place, comment perçoit-on les technologies de l'information, puisqu'on sait que le pays a ses difficultés, et on dit souvent qu'il y a 2-3 secteurs qui peuvent faire changer la situation. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'État et de la société et des gens qui sont dans ce secteur, que tous ensemble, on peut changer la situation? Est-ce que c'est une donne acquise? Alors, au niveau des entreprises et des entreprises locales, aussi bien que d'entreprises qui sont installées, par exemple, aux États-Unis et en Arménie, ou en France et en Arménie, comme Arnhem ou Elizy, à ce niveau-là, c'est tout à fait bien compris, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on persévère dans ce domaine. C'est également la raison pour laquelle des gens comme Philippe poussent, amènent d'autres personnes en Arménie pour faire découvrir. En revanche, au niveau gouvernemental, même s'il y a une réelle volonté de changer les choses, ça veut dire... Michel, je veux vous demander de parler assez fort. Oui. Voilà, très bien. Voilà. Bon, ce que je disais, c'est qu'au niveau d'entreprises privées, arménienne ou bien franco-arménienne ou arméno-américaine, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait bien acquis. Au niveau du gouvernement, même s'il y a une réelle volonté de faire évoluer les choses, ils sont avec peut-être une rame pour essayer de dévier le parcours d'un tanker. Ce qui fait que c'est un petit peu difficile quand même. La structure même de l'éducation supérieure en Arménie est à revoir entièrement. Parce qu'il y a encore en place des gens qui enseignent, ou même des recteurs, qui ne sont plus du tout dans le coup. Alors, au niveau de l'éducation de base, elle est très bonne, maths, physique, etc. On a des jeunes qui arrivent dans le supérieur avec un bagage qui est tout à fait correct. Mais derrière, quand en l'an 2017, on enseigne le Pascal, on se dit qu'il y a quand même un petit problème à ce niveau-là. Alors, pour simplifier les choses à nos auditeurs, le Pascal, on parle de langage, de programmes qui sont dépassés aujourd'hui. Il faut passer à l'ère qui avait cours dans les années 90. 90. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on parle de changement au niveau universitaire. Alors justement, le ministère de l'Éducation et des Sciences s'appelle Éducation et Sciences. Est-ce que dans
dans la conscience des gens, science désormais signifie non seulement la physique, les mathématiques, mais aussi les technologies de l'information, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose d'acquis dans les esprits? Dans les esprits des gens, je pense que oui. Rapprochez-vous du téléphone, Michel. Il y a une tradition forte scientifique en Arménie, hein, et ça remonte pas à hier. Donc dans l'esprit des gens, c'est quand même quelque chose qui est acquis. Maintenant, il faut le mettre en œuvre, et ça c'est un peu plus compliqué. Alors justement, Sasu-Soji, on en parlait il y a quelque temps. Ce logiciel Pascal est à chaque fois, enfin ce langage et ça vous fait sourire à chaque fois qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le système éducatif? Est-ce qu'on a des références à apporter? Quelle est l'étape suivante au niveau universitaire? Disons que l'étape suivante ne peut s'engager qu'à partir de l'engagement de la compréhension et du bon diagnostic du gouvernement par rapport à ce sujet-là. Au niveau de la diaspora, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se mobiliser autant qu'on veut. On n'aura jamais, enfin, je reprends l'image de Michel qui disait qu'on veut faire détourner un paquebot avec une rame. Je trouve que l'image est assez parlante et donc je veux dire le premier point relève à mon sens de la volonté. Alors il y a une prise de conscience, hein. Je veux dire, il y a 10 ans, puisqu'on a ce recul-là, on comprenait même pas le besoin de se former parce qu'on considérait qu'on était assez formé en Arménie. Aujourd'hui, il y a quand même une reconnaissance en disant oui, il faudrait qu'on fasse des progrès sur l'éducation, qu'on change les programmes, etc. Alors, mais comment se fait-il qu'il y a des jeunes talents qui sont au top alors qu'ils sortent de ces universités-là? Est-ce que c'est une démarche individuelle, Philippe? Je vais apporter deux choses. D'abord, une petite modération, parce qu'en France aussi, on ne peut pas dire que l'enseignement de l'informatique il soit arrivé partout. Et pourtant, les ingénieurs français sont reconnus à travers le monde. Oui, mais je veux dire, typiquement aujourd'hui, dans le monde du collège, on n'apprend toujours pas plus de l'informatique de façon sérieuse, on fait pas de codage. Et les dernières écoles qui sont nées en France, elles sont nées d'initiatives privées. Il y a l'école 42 que tout le monde connaît, que je sache, c'est pas l'éducation nationale. Mmh. Après, l'autre pondération, c'est que justement, une des forces en Arménie, ils sont peut-être pas tous formés au bon niveau informatique. Par contre, comme il y a une couche scientifique de très haut niveau, ça leur permet de beaucoup plus rapidement de devenir des bons ingénieurs en informatique. Et notamment dans tout ce qui est intelligence artificielle, c'est beaucoup plus les mathématiques et la compréhension de ces mécanismes complexes qui va les aider à faire des programmes intéressants plus que la partie programmation. Parce que dans l'IA, c'est le moteur neuronal, c'est les systèmes des systèmes mathématiques complexes que là, par contre, ils maîtrisent. Alors, Armin Mnatsakanian, quand on parle d'intelligence artificielle pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut expliquer ce terme et qu'est-ce qui est intelligence artificielle concrètement dans notre quotidien? Donc, pour parler d'intelligence artificielle, c'est la compréhension du mental humain par des machines. Donc, c'est anticiper les réactions et anticiper par programme les prochaines actions qu'une machine peut faire. Donc, pour rebondir à ce que disait Philippe, je suis entièrement d'accord. Hein, c'est que ce qui se passe, c'est que en Arménie, ils ont un niveau de compréhension et d'analyse de la technologie et de la science de telle sorte que ils ont la plus grande école qui est Google. Donc, ils apprennent le reste du langage, le reste d'apprentissage du codage sur le champ. Et il suffit juste que mental soit déjà préparé pour la compréhension et il se lance. J'ai un très bon développeur. Vous voulez dire que Google, à lui seul, est une école? On n'a plus besoin d'aller à l'université? On a toujours besoin. Non, mais je veux dire, on a toujours besoin, certes, mais c'est suffisant, Google? Alors, le sens même de l'école 42, c'est ça. C'est que les élèves, ils sont tous autonomes. Ils apprennent ils apprennent à aller rechercher la solution du problématique sur Internet et ils travaillent en équipe. Philippe, et je vais encore ajouter une petite chose. Il y a une très jolie start-up arménienne qui s'appelle SoloLearn, qui permet sur son mobile d'apprendre à coder en Python, qui est un des langages les plus récents. Et rien que le terme SoloLearn, on a très bien compris que ça veut dire que l'auto-formation, ça marche. Alors, Michel Davoudian, on nous dit qu'en Arménie,
Alors, laissons de côté pour l'instant les universités. Dans les écoles, il y a des ateliers de robotique. On voit sur YouTube des élèves de 10, 12 ans qui sortent des robots à Gyumri ou dans le sud, à Goris. Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le système éducatif? Alors, c'est un projet qui a démarré il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 villages ou écoles qui sont installés en Arménie. Et il y a des concours de robotique pour les jeunes collégiens chaque année. Et notamment, pendant le salon Digitech, qui a toujours lieu tout début octobre, il y a les finales des concours de robotique. Au même titre que les échecs sont enseignés en primaire, la robotique enseignant au collège permet justement d'éveiller ces enfants aux technologies diverses et variées. Dans ces laboratoires, il a été adapté le langage du MIT, qui est Scratch, qui permet justement aux enfants de découvrir et d'avoir une approche de programmation, et notamment pour faire des robots. Donc en arménien, le programme s'appelle Arves, et il a été traduit entièrement par une société locale. Et donc, cela permettra de former ou de donner un avant-goût à ces enfants pour qu'ils choisissent dans l'avenir cette orientation informatique. C'est voilà, ça. c'est dans cet esprit-là justement que UITE, qui est l'Union des industries de technologie arménienne, a démarré ce projet en collaboration avec le gouvernement. Alors, qui finance? Alors, pour faire simple, chaque installation, un village complet, donc avec un imprimante 3D, matériel pour faire des petits robots, qui s'apparentent à nos mécanos, qu'on utilisait quand on était jeune, ordinateurs, etc., il y a environ pour $10 000 de frais. Donc ça doit être pris en charge par quelqu'un ou par une organisation. Et en revanche, le gouvernement prend en charge les professeurs et le coût de l'enseignement, ce qui fait que ça reste pérenne, allez-je dire. À ce jour, les labos qui ont été installés sont encore tous en fonction. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, si je peux me permettre, il y a un projet initié par le Rotary Club de Gyumri, et avec que vous présidez. Oui, c'est pendant un an, voilà. Oui. Je suis président pendant un an du Rotary Club de Gyumri. Et nous démarrons un projet qui va être un projet international, qui va impliquer des Rotary Clubs, j'espère en France, pas mal. On a déjà aux États-Unis et en Allemagne, pour pouvoir lever des fonds de manière un peu plus importante pour installer, j'espère, une dizaine ou une quinzaine de villages supplémentaires. Et quand vous dites village, en dehors écoles de village. Écoles de village, c'est pas des villageois qui peuvent aussi s'en servir, c'est juste pour les écoliers. C'est pour les écoliers, absolument. Ce sont des laboratoires de robotique. Alors, Sassoon Soji, est-ce qu'en Arménie, il y a un déficit en termes de ressources humaines pour préparer l'Arménie pour les technologies de l'information de demain, par rapport au nombre de demandes qui peuvent venir des États-Unis, d'Europe? Est-ce qu'on a assez de monde pour travailler? Je pense que oui, il n'y avait pas de. Enfin, je pense pas qu'il y ait de déficit. Le besoin de formation que je soulignais tout à l'heure était un besoin de monter à l'échelle et non pas de formation de base qui est bon et qui se vérifie sur des projets qui sont menés dans les villages. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça à Erevan de manière un peu structurée, de manière un peu institutionnelle, pour que l'Arménie prenne position dans une compétition mondiale et pas autre chose. C'est de ça dont on parle. Alors justement, vous avez mis le doigt sur le problème cardinal, c'est la compétition, c'est-à-dire où va le monde arménien, à quel rythme, quelle est l'évolution globale, et dans cette évolution, quelle est la place de l'Arménie? Est-ce qu'on est compétitif? Est-ce qu'on sera sollicité parce qu'on a une valeur ajoutée? C'est quoi la marque de fabrique de l'Arménie?
des technologies de l'information d'Arménie? Alors, pour resituer, on parle de l'informatique, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de réalité augmentée. Ce sont des termes qui sont récents et qui touchent tout le monde depuis peu. Intelligence artificielle existe depuis une vingtaine d'années, mais depuis peu, on parle du quotidien de monsieur tout le monde. L'Arménie doit aller très vite, aussi bien le reste du monde. Il y a 10 ans, iPhone n'existait même pas. Il y a 2 ans, on parlait de réalité augmentée, mais pas encore auprès de tout le monde, mais la notion de réalité augmentée a été intégrée dans iPhone 10 récemment. C'est quoi la réalité augmentée? Réalité augmentée, c'est d'intégrer, de comprendre l'image que l'œil regarde et d'en ressortir une histoire et une animation qui habite l'écran. Typiquement, vous marchez dans la rue, vous mettez votre iPhone sur le musée du Louvre et votre iPhone reconnaît quelques points sur la façade du musée du Louvre et là, il vous raconte, il vous anime comment ça se passait à l'époque, il y a 300 ans dans le château, par exemple, ou dans le musée. Donc, qu'est-ce que l'Arménie peut apporter pour tout ça? Alors, on parlait tout à l'heure de ressources humaines. Le gros avantage de l'Arménie, c'est que les ressources humaines sont disponibles et sont réactifs. Oui, mais c'est pas ce qu'on entend souvent. C'est-à-dire que les responsables de l'UITI, je crois que ça s'appelle comme ça, oui, que Michel Davoudian a cité tout à l'heure, les responsables indiquent souvent qu'il y a une insuffisance. Si on ne forme pas les gens partent, les meilleurs partent parfois, pas toujours. Et on n'aura pas plus de demandes que ça, donc il y a une saturation. Donc est-ce que vraiment on n'a pas besoin de plus de formation et de former? Alors, c'est la loi de l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de demandes, forcément l'offre doit suivre. Aujourd'hui, la demande, elle va surtout sur la réalité augmentée, sur tous les développements de iPhone et Android, sur tout ce qui est smartphone. C'est vrai que cette demande, elle existe partout dans le monde. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'en Arménie, même dans le monde, on a le savoir-faire et le savoir-être. C'est les deux notions qui vont ensemble. Aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir un bon développeur, mais qui ne comprend pas le projet qu'il fait. Donc, ce qu'il faut, c'est que les deux notions se marient. Et ce qui se passe en Arménie, c'est que la personne qui connaît le développement essaie de comprendre le projet et il essaie d'aller plus loin dans le développement du projet. Et c'est ça la force de l'Arménie. Alors, pour comprendre la question de la saturation du marché, des nouveaux besoins, de nouveaux clients, Sassoon Soji, est-ce qu'on peut parler de l'impact des technologies de l'information sur le PIB du pays pour évaluer un petit peu, ou Michel Davoudian? J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on a une croissance à 2 chiffres et avec plutôt un 2 depuis plusieurs années. Déjà. Est-ce qu'on est dans les 5, 6, 7% du PIB, plus, moins, vous n'avez pas d'idée? C'est juste pour imaginer un petit peu l'impact de ce secteur sur l'industrie, sur l'économie totale. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est pas les chiffres qui nous intéressent le plus. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir cette évolution qu'on peut marquer. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a saturation ou il y a suffisance dans les ressources humaines, Michel Davoudian? Ah non, il n'y a pas de suffisance. Il y a déjà 4 ans, l'UITE avait remis dans notre rapport stratégique, on avait remis au gouvernement en faisant une projection à 5 ans et en disant qu'on aurait besoin et qu'il nous manquerait entre 5 000 et 8 000 développeurs. Et aujourd'hui, on est exactement sur ces chiffres-là. Et combien de développeurs sortent des universités chaque année? Très peu, et ils ne sont pas suffisamment formés. Et donc, les entreprises qui le peuvent, donc des entreprises importantes comme Synopsys par exemple, eux ont leur propre université. Moi-même, dans une proportion bien plus modeste, je forme les développeurs dans mon centre à Goumri. Et vous n'avez pas peur qu'ils partent ailleurs? Mais ce qui est important, justement, et c'est la raison pour laquelle je l'ai installé à Goumri, c'est de faire un peu cet écosystème. Il y a quelques sociétés à Goumri, et ces jours-ci, on commence à voir aussi des sociétés qui sont installées à Yerevan venir à Goumri parce que
les ressources sur place sont moins volatiles, allais-je dire, qu'à Yerevan. Alors, ces jeunes viennent des villages alentours ou de Gümrük. Une fois qu'ils ont fini leur formation, les bons, je parle bien des bons, trouvent immédiatement un poste et donc peuvent rester et vivre en Arménie, ce qui est l'objectif de mon action en Arménie. Alors, si on imagine, juste à titre d'exemple, que la richesse créée par le secteur des technologies de l'information est c'est juste un exemple, 100 millions de dollars par an. Et si il n'y a pas assez de ressources dans le pays, eh bien ce secteur ne passera jamais à 200 millions, 300 millions. Je veux dire, les ressources, c'est important. Oui, mais de toute façon, dans un pays comme l'Arménie, dont la population malheureusement diminue d'année en année, on a un vrai problème. Alors, je vais citer des chiffres qui sont officiels. L'année dernière, en 2016, il y avait 17 600 personnes qui avaient été admises dans des établissements universitaires. Cette année, en 2017, il n'y en a que 8 266. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse de 50%. Ça s'explique comment ? Ça s'explique déjà parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens et de familles qui continuent à quitter l'Arménie. C'est pourquoi il est important, et l'industrie informatique est un bon vecteur, de donner du travail à ces sociétés-là. Et là, par exemple, l'Armène est tout à fait en première ligne là-dessus, et d'autres sociétés que je connais, dont la mienne, travaillons dans ce sens. À savoir, si vous voulez aider l'Arménie, donner du travail aux gens. Alors, justement, Armen Natsaganian, donner du travail, c'est bien, mais on est dans un secteur où les gens vivent plus ou moins correctement. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a justement une demande. Mais peut-il y avoir, année après année, une augmentation des salaires dans ce secteur pour attirer justement des jeunes et pour les garder en Arménie ? Donc, merci pour les précisions de Michel, qui est vraiment en plein dedans. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que derrière le travail, il y a l'humain. Donc, depuis maintenant 13 ans, nous, à petite échelle, on s'est vraiment centré sur nos salariés. Typiquement, en termes de formation, on les fait venir en France pour suivre des formations pendant une semaine et ils repartent. On leur propose des mutuelles. On les accompagne dans leur quotidien lorsqu'ils ont des difficultés ou autres. Toutes ces petites choses cumulées font que nos salariés, ils sont très bien, ils se sentent très bien, ils ne quittent pas la structure, et étant donné qu'ils gagnent déjà bien leur vie, ils ne pensent pas non plus à quitter le pays. Et c'est vraiment un vrai frein pour vraiment les jeunes étudiants. Et pour revenir en même temps sur ce que dit Michel, pour moi il y a une phrase qui est très importante parce que c'est celle que j'ai vécue aussi, quand il dit « donnez-leur du travail », c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'associations arméniennes devraient réfléchir à une logique qui est, plutôt que de faire de l'appel aux dons et d'envoyer de l'argent dont on n'est pas absolument sûr qu'il arrive toujours dans les bonnes poches, organisons-nous pour donner du travail. Et du coup, ils auront aussi des revenus parce qu'ils factureront ce travail. Voilà, il faut créer des emplois. Tout commence par ça, aujourd'hui, pour lutter contre l'exode. Mais alors, la question que je voulais vous poser à vous tous, Sassoon Soji, qu'est-ce qui pourrait créer encore plus de richesse ? Des développeurs qui sont autour à faire des sites internet, qui ont un revenu limité. En tout cas, même si c'est des beaux sites et très pointus, ça reste limité. Alors que les startups nous proposent aujourd'hui des choses très intéressantes, mais avec une valeur ajoutée très importante. C'est-à-dire avec un investissement de 500 000 euros ou 1 million d'euros, on voit des gens faire des merveilles. Pas beaucoup encore en Arménie, très peu. Mais en tout cas, ce sont des entreprises. Je ne vais pas citer Pixart, qui est la plus connue, mais on nous dit, les dirigeants de Pixart, dans quelques années, c'est des milliardaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne travaille pas à 20 000 personnes pour créer 100 millions d'euros,
mais on travaille à 20 000 personnes pour créer 20 milliards de dollars, pardon. C'est un peu la promesse de la nouvelle économie numérique, quelque part. C'est que je dirais, il y a des technologies un peu traditionnelles et des technologies émergentes. Armen parlait tout à l'heure de réalité augmentée ou d'intelligence artificielle. Dans les 5 années à venir, moi je ne sais pas quelles seront les innovations qui vont sortir, qui vont révolutionner ce marché. On va dire que l'intelligence artificielle, c'est du vieux. C'est pas du vieux. Pas forcément, mais on est un peu sur le haut de la crête, disons. Oui. On commence à avoir des réalisations, mais il y aura une autre génération d'intelligence artificielle, comme il y a eu d'autres générations. On a parlé de Web 2, Web 3 et ainsi de suite. Donc il y aura exactement la même chose avec le développement notamment de l'internet des objets qui fait que tous les capteurs qui vont être positionnés un peu partout vont collecter de plus en plus de données et qui vont ouvrir des champs dont on ne connaît pas aujourd'hui, dont on ne pourra pas dire de manière précise le champ de développement. Et là, du coup, le potentiel, les capacités, les compétences qu'il y a en Arménie peuvent très bien, effectivement, démultiplier, mais comme partout ailleurs, je veux dire, on parle de l'Arménie, mais en Inde c'est la même chose. Ils sont un certain nombre de fois plus que les Arméniens en termes de population, et donc on est dans une compétition mondiale qui exige de se fixer une vision de ce qu'on veut faire de ces technologies à travers des organisations comme l'UITE par exemple en Arménie qui ont été citées, mais aussi avec des interactions avec des organisations de la diaspora qui ont existé et qui aujourd'hui sont un petit peu en train de végéter. Je me permets de prendre le relais parce que justement il y a une idée qui est née au sein de l'association qui est de se dire au fait il y a plein de jeunes qui sont créatifs en Arménie. Et comme tous les jeunes start-upers, ils sont un peu jeunes, donc ils manquent un peu d'expérience, ils manquent un peu de réseau pour savoir à qui s'adresser, et ils manquent d'argent. Et de l'autre côté, dans la diaspora, je vois des gens qui ont de l'expérience, qui ont du réseau, et qui ont de l'argent. Donc la logique, elle est de se dire, pourquoi est-ce qu'on les fait pas se rencontrer ? Et faire en sorte que des personnes qui ont réussi dans certains métiers ici viennent apporter leur capacité, viennent tutorer des start-up, les aident à trouver des contacts dans les grandes entreprises pharma ou agricoles ou autres qui peuvent être intéressés par leur idée, et puis les aident à les financer. On en reparlera d'ailleurs, je pense, avec les deux Armen. Ouais. Alors justement, Armen Verdian est en ligne avec nous. Armen Verdian, bonjour. Bonjour à tous. Donc, vous êtes à l'initiative du High Tech Europe. Donc, j'ai pu assister moi-même il y a une semaine à des pitchs, à des présentations de start-up arméniennes, 4 ou 5 qui sont venus dans la salle de Lucas présenter leurs projets. Alors, ce sont des projets, comme on dit parfois, donc assez à un stade avancé. C'est pas que des idées, ce sont des réalisations. On a vu les démonstrations. Alors, High Tech Europe accompagne ces startups arméniennes. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces projets qui ont été présentés? Et puis, si vous pouvez en résumer 2 ou 3, juste pour donner à nos auditeurs une idée de, quand on dit de start-up, quand on dit innovation, de quoi s'agit-il? Des exemples concrets. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, comme vous dites, dans ces startups, eh bien la première chose, c'est qu'elles aient pu naître en Arménie. On constate, et vous l'avez dit, que les startups dont on a parlé, qui se sont présentées, ne sont pas des idées. Ce sont des entreprises qui ont vu le jour en Arménie et qui ont pu se développer dans l'écosystème arménien tel qu'il existe aujourd'hui. Et ces startups, évidemment, n'ont pas vocation à ne se développer qu'en Arménie, parce que par définition, ce sont des startups technologiques. Leur terrain de jeu, il est évidemment mondial, et l'Arménie n'a de toute façon pas de marché intérieur. Voilà. Donc, parfois si, avec Early One, on a vu cette application de gestion des files d'attente, que le premier marché est le marché arménien, toutes les banques, les services gouvernementaux,
Et puis ils sont déployés un peu en Géorgie, en Biélorussie, au Kazakhstan. Mais l'Arménie, c'est un bon point de départ pour montrer que on l'a expérimenté et puis c'est sous nos pieds, pour ainsi dire. Oui et non, ça dépend des cas. Vous avez raison de souligner Early One. On pourrait parler aussi de la success story de Gigi, qui est la compagnie de taxi, enfin l'équivalent de Uber en Arménie. Et qui marche très bien. Pour quelques sujets spécifiques, évidemment, le marché intérieur est pertinent et peut ensuite amener un déploiement transfrontalier. Mais dans la plupart des cas, en Arménie, les entreprises technologiques qui se développent sont plutôt des entreprises software que hardware. Et dans la plupart des cas, leurs clients finaux se situent plutôt en Europe ou aux États-Unis qu'en Arménie ou en Russie. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce qui est extraordinaire avec ces startups, c'est qu'elles ont réussi à atteindre un certain degré de maturité dans l'écosystème arménien parce que les talents sont là, parce que on constate parmi ces jeunes un sens de l'initiative intéressant. Vous avez d'ailleurs des profils extraordinaires qui sont parfois entre l'Arménie et d'autres pays. Vous aviez par exemple le fondateur de la première start-up qui s'appelle 2Hertz, qui est arménien, qui a fait ses études ensuite à Stanford, qui est revenu en Arménie pour rassembler une équipe de gens très pointus pour construire sa technologie à base d'intelligence artificielle, et qui aujourd'hui, continue à renforcer son équipe technologique R&D en Arménie et qui lève des fonds en Europe et aux États-Unis pour adresser un marché qui est le marché des grands opérateurs télécom et Internet type Skype dans le monde entier. Alors, rappelons tout simplement que cette société de Hertz fournit la possibilité d'entendre dans un environnement bruyant que la personne qui parle. Si on est dans un restaurant, il y a du monde autour de nous et on est au téléphone, on nous entend que nous et pas les gens autour. Et donc, c'est pour cela que vous dites, pour les opérateurs, pour les call centers, c'est intéressant. On n'entend pas l'autre téléprospecteur ou téléprospectrice d'à côté parler avec un autre client, mais on entend que la personne qui nous parle. Donc ça coupe un peu l'écho ou les sons autour. Alors, question importante, qu'en est-il des brevets? Est-ce que cette notion de breveter un projet est acquise? Est-ce qu'on en est conscient en Arménie? En plus, ça coûte de l'argent. Il faut savoir le faire avec les bons cabinets et à l'international. Est-ce que les Arméniens sont équipés pour cela, Armen Verdian? La question des brevets pour les entreprises technologiques, elle se pose évidemment pour tout entrepreneur qui se respecte. Alors évidemment, vous avez des situations dans lesquelles un brevet est important. Dans d'autres cas, le brevet n'est pas vraiment pertinent, ne constitue pas, on va dire, la barrière à l'entrée privilégiée pour un chef d'entreprise. Néanmoins, les entrepreneurs arméniens sont bien conscients de cette question, mais encore une fois, pour protéger une technologie, vous avez besoin de la protéger en principe, dans la plupart des cas, dans les grands territoires. Et on voit par exemple que les startups arméniennes s'intéressent surtout à la protection intellectuelle en Europe et aux États-Unis. Et c'est là aussi, d'ailleurs, c'est un exemple parmi d'autres où on peut voir l'importance que revêt d'avoir un réseau dans la sphère arménienne d'entrepreneurs et de personnes plus généralement qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la tech, puisque, par exemple, pour une entreprise qui se situe en Arménie et qui a besoin de breveter son concept sur le marché américain, il est important, par exemple, qu'un avocat arménien des États-Unis puisse l'aider dans sa démarche qui n'a rien d'évident et de naturel, voyez. Et donc c'est sur ça d'ailleurs que c'est pour ce genre de choses
que le réseau high-tech est né, c'est pour favoriser des liens de toutes sortes entre les Arméniens du monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe et en Arménie, évidemment, pour contribuer à la réussite des startups arméniennes qui se lancent et pour contribuer à la consolidation de l'écosystème en général. Alors, est-ce que les Arméniens de la diaspora de Paris, pour prendre l'exemple des événements que vous organisez quelquefois pas dans l'année, au profit de ces entreprises, de ces startups d'Arménie, est-ce que les financiers, les investisseurs sont au rendez-vous pour accompagner ces startups? Écoutez, on a lancé Hightech il y a 1 an de ça. On a eu la chance, donc, grâce à l'UGAP France, la semaine passée, d'accueillir la 4e session de ce qu'on appelle notre Startup Pitch Event. C'est-à-dire que on a invité 3 startups d'Arménie à venir se présenter à un auditoire parisien. Et un des objectifs, évidemment, c'est que les personnes qui sont ici aient l'opportunité de contribuer, compris financièrement, au développement de ces startups arméniennes. Alors évidemment, c'est le début, mais ce qu'on a constaté, c'est que malgré, on va dire, la jeunesse de l'initiative, eh bien, nous avons systématiquement plusieurs personnes à chaque événement qu'on organise qui se portent volontaires pour investir dans des startups arméniennes. Ce sont des sommes qui restent limitées évidemment, mais là où l'intérêt du réseau est aussi tout à fait frappant, c'est que les besoins d'investissement des startups arméniennes qui se développent en Arménie au coût de la vie correspondant à l'Arménie, eh bien, ont évidemment des besoins numéraires moins importants que la même start-up qui se développerait en France ou aux États-Unis. Vous voyez. Par conséquent, eh bien, avec notre pouvoir d'achat d'Européens et d'Américains, nous pouvons, avec des sommes limitées, avoir un impact important pour le développement de ces start-up qui sont situés en Arménie. Merci Armen Verdian pour cette intervention et ces explications pour que nos auditeurs sachent qu'ils soient à Paris, à Marseille, à Nice, sur la RNT, partout où ils nous suivent, aussi sur l'application que Armen Mnatsaganian nous a créé, donc ils nous poursuivent partout, qu'ils sachent que ce genre d'initiative existe, et même s'ils n'ont pas eu l'occasion d'être dans cette salle la semaine dernière, eh bien ils peuvent, en tout cas par notre intermédiaire, nous appeler, nous les mettrons en contact avec vous pour qu'ils se manifestent et pour qu'ils se disent, nous sommes curieux de savoir comment peut-on non pas aider, parce qu'il ne s'agit pas d'aider, il s'agit de financer et d'investir pour derrière, très probablement, parce que c'est ça le pari, gagner beaucoup d'argent. Donc, cette initiative, et nous la saluons, et nous vous remercions pour cette intervention, Armen Verdian. Merci de votre invitation, et vous avez tout à fait raison de souligner que ce sont des opportunités qui nous sont offertes à nous ici. Alors, l'autre question, c'est de savoir si en Arménie, il y a des financiers, des fonds d'investissement qui accompagnent ce genre de start-up. Est-ce que vous les avez rencontrés, Sassoon Soji? À l'occasion d'Armtech, à l'époque, il y a 3-4 ans, il y avait des organisations comme... le nom m'échappe, mais effectivement, il y avait un début d'organisation de ce genre pour soutenir ce genre d'initiative. Il y a aussi des initiatives privées, d'ordre privé, qui permettent de financer ce genre de projets. Oui, enfin, je pense que c'est plus le problème se pose plus au niveau de l'organisation du secteur.
de comment est-ce que de manière institutionnelle les choses peuvent être amplifiées, il manque ceci ou cela. Tout est sur la table quelque part, mais de manière façon puzzle, si je puis dire. Et il y a un travail d'assemblage de tout ça qui me paraît être quelque chose qui est lourd à faire, qui reste à faire et qui exige une prise de conscience déjà, et puis aussi une organisation tant du côté arménien que du côté diaspora. Justement, Philippe Fuchs, pourquoi les oligarques arméniens n'investissent pas dans ce secteur-là? Est-ce qu'ils ne comprennent pas le métier? Est-ce que, parce qu'il y a une part de risque, c'est vrai, mais il y a beaucoup de profit aussi quand ça marche. Je ne me prononcerai pas sur les oligarques, d'abord parce que je les connais pas, et puis alors que je suis sûrement le plus mal placé pour en parler parce que j'ai pas le moindre lien avec qui que ce soit. C'est dommage. Après, voilà, je sais même pas s'ils investissent. Enfin, c'est pas, à mon avis, c'est pas vraiment le sujet. Bon, les oligarques, mettons-les de côté. Non, mais les gens qui ont les moyens. Je vais refaire le même parallèle avec la France. Aujourd'hui, en France, on peut pas dire qu'on voit beaucoup de personnes riches qui investissent dans les startups. Il y a ceux qui ont compris parce qu'ils sont dans ce monde-là, comme un Xavier Niel. Mais bon, il a fait sa fortune dans la high-tech. Mais les autres, ils investissent parce que fut une époque, il y avait un impôt sur la fortune avec une petite échappatoire si on investissait dans des sociétés récentes. Donc en effet, il y a des tas de gens qui ont investi dans des sociétés innovantes, mais c'était plus parce que leur conseiller financier le leur disait. Aujourd'hui, c'est vrai que la high-tech, elle n'est pas la plus connue. Et là aussi, moi je dirais, l'argent n'est pas le plus important. Oui, il faut du financement pour payer des gens, etc. Mais pour moi, aujourd'hui, si on veut favoriser un développement de start-up, il faut surtout favoriser les rencontres, l'accompagnement, le fait de leur ouvrir du réseau. Parce qu'on peut très bien financer une start-up qui a une super idée, mais si on lui ouvre pas facilement des portes avec des grandes entreprises qui vont leur acheter leur idée, il va rien se passer. Parce que dans une start-up, on parle toujours beaucoup d'argent, mais moi je travaille plus avec des gens qui disent, moi dans une start-up, la première chose que je regarde, c'est l'équipe. Oui. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'ils sont capables? Après, parfois, je regarde l'idée. Puis après, on se pose des questions de financement. Mais c'est vraiment la troisième roue du carrosse. Alors, Michel Davoudian, vous sur place, est-ce que vous pouvez nous parler de ces fonds d'investissement? Il y en a quelques-uns en Arménie. Est-ce que c'est dynamique? Je pense que au stricto sensu, des fonds d'investissement en Arménie, il y en a quand même pas vraiment. Ou alors ils sont bien cachés. Il y a Granatus, il y a... C'est à ça que je pensais. Mais quand on parle de fonds d'investissement, Granatus, ils ont mobilisé combien? Quelques millions. Oui, mais c'est des petites sommes. 5 millions, voilà. Donc, quand on parle de fonds d'investissement, si on veut vraiment faire décoller une industrie entière, il faut rajouter quelques zéros à cela. On est d'accord. En revanche, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des initiatives locales, comme par exemple Microsoft Innovation Center, qui, à leur niveau, accompagnent quand même pas mal les jeunes qui ont des idées de start-up. Et d'ailleurs, je pense que Philippe et Sassoon les ont rencontrés lors de leur voyage en Arménie. Donc, il y a de l'aide technique, allais-je dire. Mais au niveau fonds d'investissement, malheureusement, je ne vois pas très bien. Bon, les initiatives comme ce que fait Armen Verdian sont très bien aussi, et je pense et j'espère qu'il va arriver à lever des fonds importants, parce que c'est son métier, je crois. Alors, il serait très intéressant, à mon avis, de montrer à nos auditeurs quelques exemples de sociétés qui ont réussi ou qui sont en train de réussir en Arménie, pour dire, voilà, moi j'ai investi, j'ai mis 100 000 euros, j'ai commencé, après j'ai trouvé 300 000 euros, j'ai finalisé le projet à 1 million, et aujourd'hui ma société vaut 20 millions. Est-ce que on peut, Michel Davoudian, parler d'exemples concrets? Il y en a quelques-uns. Bon, évidemment, PixArt est le plus connu. Mais avant même PixArt, il y a des gens comme Monitis, par exemple, qui font du monitoring de serveurs et d'applications. Il y en a quelques-unes, qui ne font pas obligatoirement autant de bruit que PixArt.
Mais c'est encore très jeune parce qu'en fait la folie de la start-up, elle a démarré il n'y a pas très longtemps. Donc la plupart aujourd'hui sont peut-être en première levée de fonds et certains très peu déjà en deuxième levée où on parle déjà de millions ou de dizaines de millions. Et est-ce que, justement, la question que je voulais poser à Sassoon Soji par rapport au pouvoir public français, par rapport à la communauté arménienne de France, comment peut-on s'organiser pour accompagner, évidemment tout n'est pas argent, vous l'avez dit, mais aussi financièrement, parce que quoi qu'on fasse, s'il n'y a pas les finances, s'il y a les talents, ça ne suffira pas. Qu'est-ce que la France, dans ce qu'on appelle la coopération décentralisée, peut intervenir dans ce secteur, parce qu'à un moment donné, on parlait beaucoup d'agriculture, mais est-ce qu'on peut se tourner vers les technologies de l'information ? Je pense que le point majeur du soutien que peut apporter la France sur ce secteur et la communauté en se mobilisant de manière coordonnée sur ce secteur, c'est essentiellement la mise en réseau et le transfert de compétences. C'est des choses que l'on fait depuis des années. Transfert de compétences, c'est ce que fait le G2IA depuis l'indépendance de l'Arménie. Et au jour d'aujourd'hui, ça reste toujours d'actualité, avec une évolution des modalités qui sont le coaching, l'encadrement des jeunes, la mise en place d'incubateurs entre guillemets qui permettront de faire décoller, d'accélérer le décollement et surtout d'atteindre le succès. D'équipes motivées en Arménie, comme disait Philippe, avec un projet. Et ça, c'est le premier point. Et donc, ce que disait Armen, ce qui finance lui à travers son initiative, qui consiste à faire venir les gens ces équipes d'Arménie en France pour les former, pour leur montrer un petit peu l'écosystème européen, pour que quand ils repartent, ils sachent de quoi ils parlent et ils puissent réussir à se projeter. Ce sont des choses sur lesquelles effectivement il y a des choses à faire et des financements pourraient, pour moi, devrait en priorité aller dans ce sens de, encore une fois, organisation, mise en place d'un réseau et transfert de compétences ou coaching. Armen Nassagagnan. C'est tout à fait ça. En fait, vraiment, les démarches qu'entreprend Armen Verdian, ça va totalement dans le sens positif. C'est vraiment très encourageant tout ce qu'il fait pour les jeunes start-upers en Arménie. Depuis ces dernières années, on a remarqué depuis l'Arménie qu'il y a une baisse très importante d'investissement des États-Unis en Arménie dans ce domaine. Pour des raisons politiques entre Poutine et Trump ou autre, il y a vraiment une baisse très importante d'investissement dans la technologie en Arménie. Et donc c'est là où l'Europe doit jouer son rôle et doit apporter un accompagnement, investissement numéraire ou autre. Et pour rebondir un peu sur les quelques exemples de réussite des start-upers en Arménie, tout à l'heure, Armen Verdian a parlé de GG Taxi. Un des gros succès de cette structure que je connais parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, donc c'est aussi une preuve que ce type de rencontre est importante. Dans les réunions de high-tech organisées par Armen, on les a rencontrés en Arménie et le directeur de la structure organise, il fait du social, une aide sociale pour les familles arméniennes en Arménie. C'est-à-dire, de temps en temps, il organise un voyage gratuitement par les chauffeurs de GG Taxi, des familles arméniennes, pour aller emmener à Ralabar pour voir leurs enfants qui sont de l'armée, qui font la guerre à Ralabar. Donc tout ça pour dire que il y a l'idée, il y a l'accompagnement social, et il y a aussi le projet en soi qui prend un sens total en Arménie. Alors ce qu'on peut ajouter peut-être aussi, quelque chose qu'on remarque, c'est la solidarité qu'il y a entre ces start-upers. On dirait que ils sont pas concurrents, ils veulent pas chacun se placer avant l'autre, et il y a une entraide extraordinaire. Et puis quand on va en Arménie, on nous dit voilà, donc Gigi Taxi,
Khachadour, il faut le rencontrer parce que c'est un personnage extraordinaire, très dynamique. On n'a pas l'impression que c'est un chef d'entreprise, et quand on commence à discuter avec lui, on se rend compte que c'est un vrai manager de très haut vol qui a su créer une équipe extraordinaire. Aujourd'hui, il exporte son produit en Géorgie déjà, et il a même pu écraser la concurrence de Yandex, qui est le concurrent russe, qui n'a pas pu faire sa place en Arménie. Donc voilà, il y a des talents non seulement dans des applications, mais aussi dans la gestion de leurs entreprises, et c'est très important. Oui, mais c'est justement parce que c'est un manager qui l'a réussi. Moi, d'expérience, j'ai vu beaucoup de jeunes qui voulaient créer des startups, et quand ils étaient absolument obnubilés par l'idée de devenir riches, j'ai vu échouer. On ne réussit pas parce qu'on a juste envie de gagner beaucoup d'argent. Et on réussit les a parce vus qu'on la a plein semaine d'autres dernière qualités. aussi. Il y a une solidarité entre eux. Ils partent ensemble. Il y en a un qui va pitcher à Paris devant des entreprises françaises. Et puis il y a 2-3 start-upers autres qui n'ont rien à voir avec le projet, viennent ce jour par solidarité le soutenir comme s'il faisait une présentation de doctorat devant ses profs. Donc ils sont là pour le soutenir. Et ça, c'est quand même extraordinaire que vous rencontrez peut-être cet esprit Armen Natsaganian en Arménie tout le temps. Tout à fait. J'ai eu la chance de participer au mois de septembre à l'Assemblée générale de UIT, qui est l'union de syndicats des sociétés arméniennes dans le domaine de IT. Il y a une ambiance très fraternelle dans ce type de réunion. Vous avez des entreprises de haut vol où ils sont présents et ils accompagnent, mais avec plaisir, les autres projets, les autres idées, que ça soit innovantes ou pas, pendant la réunion. Vous êtes d'accord avec cette fraternité entre vous l'avez constaté, ou vous avez vu le contraire? Non, mais ça, c'est aussi le côté jeune et start-upper. Quand on va à Station F, on voit quand même des gens qui ne se surveillent pas, ne se bagarrent pas. Oui, enfin, ce que j'allais dire, c'est que cette solidarité, en fait, c'est le propre. C'est la philosophie de l'économie, de la technologie, enfin de l'économie nouvelle, du numérique, qui fait que chaque idée rebondissant sur l'idée du voisin, on a plus à gagner à partager qu'à rester cloisonné dans son couloir. Donc, alors après, c'est vrai. C'est quelque chose qui peut être étonnant en Arménie, parce que effectivement, et là il y a un gap culturel important à franchir, et qui franchise assez facilement finalement. Alors, on parle aujourd'hui de Yerevan, on parle par exemple du centre Tumon, que même Anne Hidalgo est allée visiter, et elle nous a annoncé à un moment donné, à l'hôtel de ville, qu'elle allait exporter, mais dans le sens inverse, donc ce centre Tumon, pour l'amener à Paris. Alors, pour l'instant, il n'en est rien, selon nos informations, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va bouger. Alors, est-ce que Tumon, est-ce que c'est assez bluffant pour des connaisseurs, ou c'est juste les gens qui n'y comprennent pas grand-chose, ils disent c'est extraordinaire, Philippe Poux? C'est même bluffant pour des connaisseurs. J'en ai emmené quelques-uns, y compris un certain Jean-Michel Billot, qui est probablement le premier à avoir inventé la veille technologique il y a de longues années en France, et même lui, j'ai vu sa mâchoire descendre quand il est entré dans le Tumon en se disant c'est pas croyable ce qu'ils font ici. Et d'ailleurs, nous aussi on rêve, c'est un peu compliqué en France de faire certaines choses, mais on rêve qu'il y ait un Tumon en France, voire même plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin d'un lieu de ce type où justement on découvre ce qu'on peut faire avec Scratch, dont parlait Michel tout à l'heure, avec des robots. Aujourd'hui, je vois pas encore beaucoup de concours de robotique en France. Alors qu'en effet, il y a 2 ans, j'étais à Digitech et j'ai vu des jeunes qui faisaient circuler des robots automatiques qui m'ont bluffé. Des jeunes de quel âge? Bon, ils avaient 13-14 ans. Et cette décentralisation dont on nous parle aujourd'hui, par exemple à Gyumri, il y a aussi Tumon, il y a Tumon aussi à Chouchi, au Rarapar. Est-ce que vous sentez que tout est concentré sur Yerevan, ou vraiment, on ne parle pas de choses symboliques, vraiment il y a une décentralisation dans les métiers de l'informatique en Arménie? Armen Natsaganian. Pour parler de ma propre expérience, c'est que vraiment c'est très concentré sur Yerevan. J'avais une deuxième filiale à Gyumri Technology Center.
Malheureusement, les deux chefs de projet, il y en a un qui s'est marié, l'autre qui est venu à Erevan. Donc, et puis les salariés, petit à petit, ils viennent vers Erevan. Donc forcément, j'étais obligé de fermer ces deuxièmes filiales. Pourquoi quand on se marie, on arrête l'IT? Bon, c'est pour dire qu'ils viennent vers Erevan et c'est vraiment très concentré sur la capitale. Michel Davoudian. Armen, je vais te faire revenir à Gumri. Je ne demande que ça, il est exceptionnel, ce centre, il est vraiment exceptionnel. On va te ramener à la piscine. Alors, Michel Davoudian, je rappelle aussi que vous êtes celui qui a installé la fibre optique à Gumri. Oui, à l'époque. À l'époque, oui, mais c'était important parce que c'était l'époque où Internet n'était pas aussi pertinent, aussi bon en Arménie. Absolument. Et c'était important. Pour revenir sur Tumo, effectivement, lorsque Tumo a ouvert à Gumri, des gens de Yerevan disaient bon, on va l'ouvrir parce qu'il faut bien l'ouvrir, peut-être qu'il y aura 200, 300 jeunes. 2 mois après l'ouverture, il y avait déjà 1500 inscrits à Gumri. Et c'est gratuit, il faut le rappeler. Absolument, c'est totalement gratuit. Alors, qu'est-ce que ça donne finalement, vous qui êtes sur le terrain, les jeunes qui viennent après leur scolarité, s'informer, s'enrichir, expérimenter des choses? Qu'est-ce que, au final, depuis ces quelques années, alors depuis quelques années à Yerevan, mais depuis un peu moins de temps à Gumri, quel est le résultat de cet effort? Eh bien, si vous voulez, vous avez des jeunes qui ont un esprit qui réellement change. Et on voit ce changement assez rapidement. C'est-à-dire au bout d'à peine 1 an, on voit déjà qu'ils commencent même à réfléchir autrement. Et par exemple, ma fondation à Gumri qui fait de l'éducation, nous démarrons un programme avec Tumo de Gumri, justement pour que les plus âgés, on commence à leur faire goûter un petit peu à la programmation, au développement, et qui puissent ensuite continuer un cursus plus précis dans la programmation. Mais ce qui est fantastique à Tumo, c'est qu'on leur ouvre les yeux sur, pas seulement sur la technologie, mais également sur la musique, sur la photo, sur la vidéo, sur plein de domaines, et ainsi ils peuvent s'imaginer dans le futur. Parce que le gros problème en Arménie, c'est que beaucoup de jeunes n'arrivaient pas, d'ailleurs en France aussi, à se projeter dans le futur. Où vais-je aller? Que vais-je faire? Et en ne regardant que la télé arménienne ou Facebook, on va pas très loin, quoi. Et il faut dire que l'économie qui subit les blocus azéris et turcs, en termes informatiques, on est libéré de ces blocus-là. Ah ben oui, et puis ça circule librement. Alors, on parlait tout à l'heure, Armen Matsakanian, de la baisse des financements par les États-Unis ces derniers temps. Alors, que peut faire l'Europe? Quel intérêt a l'Europe, la France, à investir en Arménie? Est-ce qu'on parle d'outsourcing? Est-ce que, au lieu d'aller en Inde, au Maroc ou en Madagascar, est-ce qu'on peut aller en Arménie? Et pourquoi aller en Arménie? Alors aujourd'hui, dans le domaine de l'Internet, il n'y a plus de frontières. Comme tu l'as dit très précisément, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de douane, il n'y a plus de droits, de délais ou autres. Donc c'est totalement fluide. Et la concurrence aussi, elle est là. On parle des pays de Maghreb, on parle de l'Inde, on parle de Chine, on parle de Roumanie, de l'Ukraine. Il y a vraiment d'excellents développeurs dans tous ces pays. Je ne peux que donner mon avis sur le côté outsourcing. Lorsque moi j'accompagne les entreprises françaises qui sont des start-upers et qui doivent sortir très rapidement leurs produits, soit ils ont la solution de travailler traditionnellement, faire des documents, faire des réunions, faire des maquettes, réfléchir pendant 6 mois et développer pendant 2 semaines, ou alors ils viennent me voir et je mets en place une équipe très rapidement en Arménie.
Et en mode itératif, ils peuvent voir le résultat, mais vraiment au bout de quelques semaines, faire des prototypes, aller vendre l'idée, remonter des échelles et avoir les moyens finances nécessaires pour enrichir l'idée et créer vraiment une vraie société. Alors tout se passe, si j'ai bien compris, en anglais entre l'Arménie et la France. Alors la langue officielle, c'est l'anglais. Alors, est-ce que c'est un handicap? Est-ce qu'il y a des Français qui pourraient dire « je préfère le Maroc ou le Madagascar parce que francophone que l'Arménie où, d'accord, il y a des talents, ça se passe bien, mais j'ai du mal ». Alors, vraiment, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est l'entrepreneur. Si un entrepreneur aujourd'hui de nos jours ne parle pas anglais, il reste que franco-français et finalement son produit, il va rester que localement. Ce n'est absolument pas un frein. La souplesse de l'Arménie, c'est qu'on a l'UFAR, qui est une grande université française en Arménie et qui produit vraiment d'excellents étudiants et des salariés qui sont francophones en Arménie. Mais pas forcément en informatique. Non, mais ils peuvent très bien accompagner pour expliquer un projet entre le français et puis traduire en arménien et que nos développeurs puissent Sassou Soji, il y a un projet pour l'UFAR Oui, alors l'année dernière, le recteur Jean-Marc Leveste avait parlé effectivement d'un projet d'association de l'UFAR, de l'installation de l'UFAR auprès du centre Toumo pour mettre en synergie le savoir-faire et les compétences. Ça répondrait effectivement au point qu'on soulignait en démarrant l'émission, des besoins de formation en ingénieur un peu plus structurés. Faut suivre ce projet, mais évidemment la communauté en tant qu'organisation est tout à fait disponible pour pousser, pour aider, pour faire en sorte de réaliser le plus rapidement possible ce projet qui a un vrai avenir. C'est-à-dire en dehors de la gestion et du droit, l'UFAR désormais propose des cours, une des filière d'ingénieurs. Sciences informatiques. Juste si on peut faire une petite pause sur l'UFAR, les étudiants qui rentrent à l'UFAR, ils ne parlent absolument pas le français au démarrage. Dès qu'ils rentrent, pour eux, la langue officielle, soit c'est l'arménien, soit un peu anglais, mais pas du tout français. Mais c'est impressionnant le niveau de français que ces jeunes ils ont à la sortie de l'UFAR. 3 ans après. 3 ans après. Ouais. Et justement, le recteur, Monsieur Laveste, il souhaite mettre en place le doctorat. Donc faire de la science informatique à l'UFAR. Chose qui est impressionnante pour la jeunesse de l'Arménie. Avoir des docteurs en big data, avoir des docteurs qui font des recherches très poussées, mais c'est une chance inouïe pour nos jeunes. Et à titre indicatif et plus personnel, l'entreprise va prendre en charge les études d'un jeune docteur pendant 5 ans pour payer ses études et son accompagnement. C'est aussi une aide que la France peut apporter à l'Arménie. Étant donné que l'UFAR est lié à l'université Lyon 3, eh bien, peut-être que l'Université de France pourra accompagner cet effort en faisant appel à des entreprises qui financeraient d'autres doctorants comme vous. Oui, tout à fait. Et surtout, il y a aussi une aide et une approche aussi vis-à-vis de ma société. Auprès des grands comptes, on peut très bien avoir un discours en disant « nous avons des chercheurs dans tel et tel type » et qui sont dans des universités françaises en Arménie. C'est aussi un axe de discours et d'accompagnement. Très prestigieux de dire que je finance un doctorant, c'est aussi important de le faire savoir et donner l'exemple. Philippe Poux. Moi, je vais faire mon vrai chauvin français. Je suis très très fier de voir qu'il y a une université française en Arménie, et en effet avec une super qualité, puisqu'on a pris moi-même plusieurs stagiaires, j'en ai 2 qui arrivent bientôt, et qui parlent un français impeccable. Donc j'en suis très très fier. J'ai aucun problème là de l'autre côté, en effet, à parler en anglais avec des développeurs parce que on ne parle pas tous le français. Par contre, de toute façon, ils sont bons en anglais parce que la plupart des logiciels et de l'information sur l'informatique, elle est quand même en langue anglaise. Donc c'est bien qu'ils le maîtrisent. Et après, j'ai envie de dire, au passage, l'Arménie, c'est le pays de la francophonie en 2018. Oui, oui. Donc moi j'ai juste un rêve, c'est que justement on parlait de toutes ces startups qui ont été américanisées, comme PixArt,
et des financements qui baissent, moi mon rêve c'est que justement on profite de cette année pour que on trouve de belles startups en Arménie et qu'on en fasse des licornes qui réussissent en France. Et pour ce faire, il faut les aider, les tutorer, les repérer, les former et les financer. Donc il faut que la communauté se bouge en se disant je peux aller là-bas, je peux repérer ou se faire aider avec nous pour repérer des startups et je peux leur apporter de l'expérience du network, etc. Ça s'agit. Il y a un point qui a été dit tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, il y a des choses qui marchent, c'est tout ce qui relève de l'outsourcing. Ce que recherchent des organisations partout dans le monde et en France notamment, c'est qu'est-ce que je peux trouver à l'étranger comme idée, comme produit, comme application qui va me permettre de gagner, de trouver un avantage dans mon organisation, dans ma productivité, dans ma concurrence. Et donc, par rapport à ça, forcément, les startups qui sont en Arménie, il faut aussi l'idée de développer ce réseau, cet accompagnement, c'est aussi d'ouvrir une vision de ces startups en Arménie sur les besoins ou sur les attentes que peuvent avoir des organisations françaises. Juste pour illustrer mon propos, je fais partie dans le cadre de mon travail d'un club de responsables infrastructure et production qui est en fait l'équivalent du SIGREF mais sur la partie infrastructure informatique. Et tous les ans, ce club organise un certain nombre de missions de découverte, alors en Inde, en Chine, en Israël, sur des points sur lesquels ces pays se sont positionnés sur la cybersécurité, sur l'internet des objets, sur le big data et ainsi de suite, parce que non pas pour aller faire du tourisme économique, mais tout simplement pour trouver la pépite qui va faire qu'ils vont trouver effectivement la start-up peut-être à soutenir pour répondre à leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'organiser sur l'Arménie, mais ça, à condition d'avoir un positionnement du pays et un certain nombre de licornes, comme tu disais, pour faire en sorte de s'appuyer sur ces faits pour être attractif. Michel Davoudian, pour clore cette émission, alors qu'est-ce qui reste à faire? C'est une question qui ouvrira un nouveau champ de discussion, évidemment, mais pour résumer, quel est votre souhait pour voir non pas démarrer, parce que le démarrage il est là, mais passer à l'étape supérieure en Arménie? Qu'est-ce qui manque en dehors des universités, en dehors du soutien du gouvernement? Quelle est l'astuce pour faire de l'Arménie une marque donner une identité à part à l'Arménie dans le domaine du high-tech? Voilà, c'est une question qui est simple et très claire. Écoutez, ça serait très compliqué de donner une réponse directe à cette question. Si je peux me permettre, pour revenir sur l'UFAR une seconde, la nouvelle chaire de mathématiques appliquées et informatique démarre à la prochaine rentrée. Donc, M. Laveste a pu obtenir des financements, mais il va sans dire que toute aide de la part d'entreprises, comme par exemple a fait Armen pour financer des doctorants, sera la bienvenue à l'université. Parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on arrivera à avoir des gens de haut niveau. Mais sur votre question, malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est par une motivation de la jeunesse. On doit toujours penser à l'avenir. Le travail de Toumo est un travail de fond qui va commencer à porter ses fruits parce que les jeunes qui ont démarré il y a 5 ans et qui avaient 12 ans, ils vont bientôt rentrer à l'université et ça sera nos développeurs ou j'espère nos scientifiques de l'avenir. Alors, si vous me laissez la parole une toute petite minute en plus, j'invite les éditeurs à aller sur YouTube, taper le mot-clé ARMAT, A-R-M-A-T-H, et vous verrez une petite vidéo qui dure 4 minutes 30, qui est en arménien sous-titrée en anglais.
qui explique le principe de ces laboratoires ARMAT. Première chose, et ensuite un petit message à nos auditeurs. Premièrement, si vous êtes rotarien, eh bien, contactez FM pour que je puisse vous envoyer des informations sur le projet rotarien. Et si vous n'êtes pas rotarien, mais vous avez sûrement des amis rotariens autour de vous, eh bien, faites de même. Parce que là, on est sur un projet qui avait démarré donc en 2009. Il y avait 4 labos installés. Si actuellement en 2010, 6, en 2011, 10, et aujourd'hui, il y a 200 laboratoires installés. On parle de ces laboratoires dans les écoles dont vous avez fait mention tout à l'heure. Absolument. Et on doit arriver à combien ? Il y a un potentiel d'un peu plus d'1 millier. Donc vous voyez, on a encore de la marge. Donc, en quelque sorte, remplir ou envahir toutes les écoles de l'Arménie, parce que les écoles, il y en a 1200, 1300 en tout. Voilà, donc c'est un projet qui d'ailleurs a commencé, les premières installations ont été faites également dans les zones frontalières, justement pour développer un peu plus ces zones. Alors, vous parliez de ces doctorants, juste quel est le montant de cette aide, si d'autres entreprises, d'ailleurs l'UGAB aussi finance un doctorant, d'autres associations peuvent le faire aussi. Quel est le montant ? Alors le montant est totalement accessible pour toute entreprise. Dans ce montant est inclus un niveau de rémunération pour l'étudiant, pour son quotidien, ses études, et puis éventuellement des frais de recherche. On parle de 5-6 000 euros par an, pendant 5 ans. Donc c'est quelque chose de possible pour les entreprises, pour les associations. Tout à fait. Après, on peut bien sûr donner beaucoup plus. C'est pas interdit. C'est pas interdit, oui. Très bien. Nous avons fait, je pense, un tour d'horizon autour du monde de l'informatique, l'intelligence artificielle, ces startups qui commencent à briller, même si elles ont toujours besoin de nous pour les accompagner, non seulement financièrement, mais aussi en réseau et un accompagnement, on va dire, pour aller vers l'Occident, parce que c'est ça le chemin, et pas que l'Occident, parce qu'on oublie parfois qu'il y a le marché mondial, il y a des marchés du Moyen-Orient, il y a l'Afrique qui avance à grand rythme, donc le monde a besoin de ces nouvelles technologies et l'Arménie peut avoir sa place dans ce monde-là. Merci Philippe Poux, je rappelle que vous êtes directeur général de Contextor et donc vice-président du G2IA, Sassoun Soji, secrétaire général du G2IA. Michel Davoudian, merci depuis... vous étiez à Yerevan ou à Gyumri pendant que vous nous parliez ? Là, je suis rentré à Gyumri, je suis rentré de Gyumri à Yerevan ce matin. Très bien. Donc, en tout cas, on était très heureux de vous avoir en ligne avec nous. Merci à Armen Tsaganian, président de Webeasy. Et je ne cesserai de rappeler que vous êtes à l'origine de notre très beau site web qui est très apprécié et où vous allez trouver toutes nos vidéos des cartes sur table de toutes les semaines, donc celle-ci à partir de lundi soir, mais vous, à cet instant, nous sommes déjà en direct sur Facebook pour ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre et aussi sur les applications iPhone et Android partout dans le monde où on est suivi, sans compter la RNT dans toute la région parisienne 24 heures sur 24, mais aussi 24 heures sur 24 à Marseille et à Nice sur la RNT. Et bien sûr, nos radioconsoeurs de Lyon et de Valence qui aussi transmettent ce carte sur table. Merci beaucoup à vous tous et je remercie également Armen Verdian qui était en ligne au téléphone avec nous et qui était à l'initiative du réseau Hightech Europe. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.